Bonsoir à tous et bienvenue à ce podcast qui parle du code d'école, qui parle des CS, qui parle de tout ce qui tourne autour du code d'école et qui parle de l'écosystème. Donc dans cet épisode, nous allons parler du hackathon UNESCO in Afrique, un hackathon pendant lequel certains de nos CS ont assisté, ont participé. Et dans cet épisode, nous allons écouter leur parcours pendant ce hackathon. Ils vont nous parler de comment est-ce qu'ils ont vécu ce hackathon, c'était quoi leur expérience, ce qu'ils ont appris. Sans plus tarder, je vais les laisser se présenter. D'accord, donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Imran Kabo. Je suis juriste de formation et j'ai fait un passage au niveau de code local aussi. Donc, je suis développeur front-end actuellement. Et dans le cadre de ce voyage, j'ai eu à accompagner les étudiants en servant de relais entre les autorités indiennes et les étudiants. Donc, voilà un peu. Bonsoir à tous. Et moi, c'est Armada Chego Indigana. Je suis économiste de formation et après, je fais une reconversion en numérique. J'ai fait code local pour la première cohorte et je fais partie des participants du hackathon UNESCO India Afrique. D'accord. Oumulker. Bonsoir à tous. Moi, c'est Abdelkarim Oumulker. Je suis actuellement CSA Code Local. J'ai eu à participer au hackathon UNESCO Afrique 2022. Yakoubou. Bonsoir, moi c'est Seydou Chebou Yakoubou, Yakos, pour faire court. Ouais. Je suis géologue de formation, mais je me suis reconverti dans le numérique. Je suis étudiant à Kolokol, en tant que développeur full stack. Guino. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation à ce podcast. C'est un plaisir pour moi de partager mon expérience au hackathon qui s'est tenu en Inde. Donc, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Mohamed Nouridine Mahmoud Souley, étudiant à Code Local. Et je fais partie des étudiants qui ont été sélectionnés pour le hackathon qui s'est tenu en Inde. D'accord. Okay. Donc, pour faire court aujourd'hui, on va pas être trop dans le formel, hein, c'est une discussion entre nous. Donc, on va parler de votre parcours en Inde, ce qui vous a amené en Inde, parce que vous avez eu à participer au hackathon, un hackathon qui a duré, si je ne me trompe pas, 7 jours. On aura l'occasion d'en parler un peu plus. Donc, pour aller un peu plus en détail, Imran, moi j'aimerais savoir, c'était quoi ton rôle dans ce hackathon-là, et puis si tu peux nous expliquer aussi à quoi consistait exactement le hackathon et d'où ça a commencé jusqu'à ce que vous atterrissez là-bas. Ok, bon, ça va être un peu long, mais je vais essayer de faire un peu court. Si vous voulez, le hackathon, en fait, c'est vraiment une compétition. Une compétition, on met plusieurs cerveaux ensemble, réfléchir sur certaines thématiques, certaines problématiques, et les étudiants ont eu un mois durant lequel ils ont eu à participer à des formations, ils ont eu à échanger avec d'autres étudiants, ils ont été repartis en équipe. Donc c'était ça le principe. Et le hackathon s'est déroulé ensuite en présentiel pendant, je crois, 3 jours, non? 3 ou 7 jours. Corrigez-moi si je me trompe. Le hackathon en présentiel. On a eu à coder pendant... Le hackathon a duré 36 heures, mais le voyage a pris 10 jours. Voilà. Le séjour a duré 10 jours, mais le hackathon, c'était à peu près 3 jours. Donc, si vous voulez, moi, j'étais en quelque sorte le point focal.
entre déjà les universités ici, c'est-à-dire envoyer tout ce qui est correspondance, aussi écrire aux étudiants, avoir leurs informations et tout, parce que il y avait toutes ces informations-là rassemblées et intégrées dans les plateformes des Indiens même, sur la plateforme de l'événement. Toutes ces informations-là, c'est moi qui les ai remplies. Et vous voyez, tout ce qui est organisation, vraiment j'ai participé à ça avec aussi certains éléments de l'ANSSI. Donc c'était à peu près ça, grosso modo. On pourra parler un peu plus en détail aussi du séjour, de ce qui s'est passé là-bas et de l'expérience qu'on a vécue. Oui, effectivement, on en arrivera. D'accord. Donc, tu disais que tu étais un peu le relais en fait entre ces participants-là et le hackathon, la récolte d'infos et tout ça là. D'accord. On va revenir. Et maintenant, ce que j'aimerais savoir, vous autres qui avez assisté au hackathon. Comment est-ce que le hackathon s'est passé, en fait, le début, avant même que vous n'alliez, en fait, au hackathon, c'était quoi la sélection, comment ça s'est passé? Et ensuite, on va parler aussi de votre expérience pendant le hackathon. Donc, si, Indy, peux-tu nous raconter un peu ton expérience d'avant hackathon et pendant le hackathon? Ok, avant de participer au hackathon, nous avons suivi des formations et puis on a été sélectionnés. Par après, on avait suivi un test de passage. Un test de passage de quel genre? Ils ont fait une sélection de l'autre côté en Inde et ils nous ont envoyé une liste de gens une lettre d'admission. Et par après aussi, on avait fait une formation pendant un mois sur plusieurs modules sur lesquels on a été formé. Ça, c'est avant d'aller au hackathon. Au Niger, la formation s'est passée en ligne. Et l'évaluation aussi, on l'avait fait en ligne. Ok, donc en gros, il y avait eu un test pour être accepté à participer au hackathon. Et ensuite, vous avez eu les résultats pour vous dire que vous avez été accepté pour participer au hackathon. Maintenant, après cette acceptation pour participer au hackathon, peux-tu un peu raconter c'était quoi ton expérience quand le hackathon commence? Comment est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui a été facile pour toi pendant le hackathon? Pendant le hackathon, oui. Et je peux dire que ça a été une belle expérience quand même dans l'ensemble, malgré qu'il y a les barrières de langue, tout ça là, c'est pas grand chose, mais quand même, c'est la plus grande difficulté qu'on avait rencontrée. Et au début, on pensait que, quand on nous avait dit que ça va se passer en 36 heures non-stop, on est en train d'imaginer comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va coder pendant 36 heures. Ça aussi, c'est une grande expérience vraiment. Mais par chance, ça s'est bien passé. On a fait les 36 heures là. Peut-être même si on avait fait une petite pause, ça dépasse pas les 1h30 minutes vraiment. Wow. On avait fait mais quand même les 36 heures là. C'est comme... Vous les avez vraiment fait ces 36 heures là? Quand on a fait les 36 heures là, en train de coder. Ah oui, ça on va revenir dessus, les 36 heures là, pour voir un peu plus en détail comment ça s'est passé. Donc, il y a quoi ton expérience avant d'aller au hackathon et ensuite pendant le hackathon? Ok. Pour moi, avant d'aller au hackathon, d'abord la sélection, j'ai envoyé mon CV. Après avoir envoyé le CV, j'ai reçu un mail qui confirme que j'ai été sélectionné. Ensuite, ils ont envoyé des cours sur un mois et c'était régulier. Chaque 2 jours, ils envoyaient un nouveau module.
on apprenait de nouveaux trucs sur les machines learning et autres. En même temps, je me suis connecté avec mon équipe, vu que c'est eux qui faisaient les teams. C'était une team composée que d'étrangers. On est tous de nationalités différentes. Donc, on était connectés, on échangeait, on parlait même du problème de notre sujet. On parlait de tout. Tout ce qu'il faut chercher les différentes parties, machine learning et autres, on parlait de ça avant même d'aller en Inde. Et après cela, ils nous ont fait un test. C'était un questionnaire sur 47 ou 46, je crois. La note pour valider, c'était 15 ou 16. Il faut avoir 15 sur 47 pour valider. D'accord. Avant d'aller à Inde, c'est tout ce qu'on a dû accomplir, je crois. D'accord. Et maintenant, une fois en Inde, c'est comme il a dit, c'était la langue. Non-stop, tu vas parler l'anglais. C'est entre nous qu'on parle français ou notre langue, c'était l'anglais partout. Effectivement. Ensuite, il parlait de ça. Et comment c'était en fait le fait de te retrouver dans un nouvel environnement et de pouvoir parler cette langue-là, l'anglais que nous ici on n'a pas l'habitude de parler, mais tu vois quand tu pars ailleurs, tu es forcé de le parler. Exactement. Les 2 premiers jours c'était bizarre. Des fois tu commences à parler en anglais, tu te bloques. Mais c'était facile parce que les gens, ils essaient juste de comprendre. Quand tu parles, ils essaient juste de comprendre, pas dans les détails autres. Dès qu'ils arrivent à comprendre, ils te complètent des fois. On avait on s'est habitué à parler, à se comprendre, c'était facile. Effectivement, ça quand même, je peux en témoigner parce que moi, nous-mêmes ici chez nous, en fait, l'essentiel c'est de comprendre, c'est pas le fait de parler un anglais fort. Soutenu, tout ça. Mais du moment où tu parles, on te comprend, c'est déjà ok. Si le milieu est sous le task à faire, c'est ok. Hein. D'accord. Et toi, dis-nous, comment est-ce que ça s'est passé avant le hackathon et pendant le hackathon? Comment est-ce que ça s'est déroulé? Oui, donc avant qu'on ne parte en Inde, une sélection a été faite, bien sûr, une des côtés des Indiens, les organisateurs, et une autre ici à Code Local. Donc celle de Code Local a été faite à base du programme. On a sélectionné ceux qui sont le plus avancés sur le programme. Et là-bas en Inde, les organisateurs indiens, ils ont tout d'abord fait une première sélection à base de nos CV qu'on leur a envoyés parce qu'il y avait des critères à respecter. Donc après l'évaluation des CV, vient l'évaluation sur la formation qu'on a fait. On a fait une formation pendant un mois, une formation sur le design thinking, le machine learning de Python lui-même, la cybersécurité et le project management et le product management. Donc, l'évaluation finale était sur ces modules-là. Donc, nous étions tous les 3 sélectionnés et nous étions en tout pour tout 19 à être sélectionnés ici au Niger. Avant le hackathon, c'était très stressant parce que mon équipe ils étaient presque tous dans la data science. C'était des data scientists, bien qu'il y a ceux qui sont de la première, d'autres de la, comment on appelle ça, qui sont en master. C'était pas facile. Eux, ils sont déjà dans le domaine et moi, me voilà, je vais travailler sur ça alors que je ne connaissais pas. Bon, c'est pas que je ne connaissais pas, j'avais des notions, mais il a fallu bien sûr que je me forme davantage parce que notre problème assessment nous a imposé de faire du machine learning. Du machine learning avec, on a choisi Python et la bibliothèque scikit-learn pour le faire. Donc, c'était stressant au début, mais après le hackathon, c'était comme une délibération pour moi et aussi une grande satisfaction parce qu'à la fin, je me suis retrouvé, j'avais grandi
en ce qui est de la connaissance, j'ai appris de nouvelles choses. Et tout ça là dans un très court délai. D'accord. Umulke, le surnom, c'est lui comme pour Yakos. Donc, dis-nous un peu, c'était quoi ton expérience avant d'aller là-bas? C'était quoi tes appréhensions? Qu'est-ce que tu pensais? Et une fois là-bas, c'était quoi tes attentes? Et comment tu l'as vécu? Non, pour moi, ça n'a pas été facile. Moi, pour être sélectionné même à Niamey, il a fallu faire des petits challenges entre les CS. Après ce challenge, on a envoyé nos CV. Après, on m'a envoyé notre invitation. Et j'ai vu Yakos lui en parler, il m'a dit, oui, même lui, on vient de lui envoyer sa lettre chez nous. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir participer. À ce temps, on nous envoie pendant un mois des cours qu'on doit suivre, des designs, je sais pas quoi, c'était trop, je voulais partir. Vu que je croyais même pas en moi, je sais pas comment serait le hackathon, qu'est-ce que je veux faire, je connais rien, je me dis que je connais rien, mais maintenant, vraiment, ça va, parce que j'ai jamais imaginé que je peux faire, je sais pas quoi, en 36 heures, moi seule. Waouh, c'était fantastique. J'ai dansé seule. Malgré que je suis là-bas, je m'en foutais, je connais pas les chants, mais j'étais contente, je dansais moi seule. Après, je passais à peu près tout mon temps à travailler, c'est que je fais pas même à côté de l'école. Et puis je dis à mes mentors que vraiment si c'était de la même façon que je travaillais, j'aurais même fini le programme du code local. C'est que je trouvais. Après ça, on a eu à faire notre petite quand même test de 60 questions. Waouh. Et avec 15%, j'ai eu 15%. Après, on est revenu, on s'est préparé une fois là-bas. Ici, même avant de partir, notre team, on a déjà commencé à travailler sur notre projet. Vu qu'ils ont décidé d'utiliser des langages que je connais pas. Exemple, Python. Python, je n'ai jamais utilisé Python, mais durant notre formation, j'ai eu à faire un peu de Python. Eux, je trouvais que c'est pas difficile. Ils ont choisi, j'ai dit, pour moi, ça va pas, je peux pas coder avec cet langage parce que j'ai même pas commencé mes 9 projets de front-end. Ils m'ont dit, d'accord, on va essayer de collaborer, de travailler ensemble, mais je serai sur notre site web. Le site web, c'est moi seul qui ai fait notre site, mais je l'ai pas fait ici. J'ai juste pris le nom du domaine, avec les camarades, les anciens, c'est Africa Yukon. Ils m'ont donné le nom d'un domaine et je n'ai pas pu faire le site ici parce que j'avais pas autant d'informations et je me disais que je suis la seule qui est nulle de notre team parce que moi je sais même pas ce qu'ils font. Une fois là-bas, ils m'ont expliqué, c'est à ce temps que même ils ont commencé à coder l'application et l'application était vraiment, vraiment cool. Après qu'ils ont fini, juste pour mettre je sais pas quoi, j'ai commencé à faire notre site web. Et j'étais étonnée, en 36 heures, j'ai pu faire un site web avec des pages chat. C'était vraiment cool, j'ai appris. Wow, en tout cas, et on voit bien que tu as beaucoup appris. On va revenir sur les 36 heures là. Et puis une chose. Oui. Ça m'a encore permis de savoir exactement ce que je veux faire aussi. D'accord. Dans ce cas-là, on va revenir pour que tu nous dises un peu plus en détail ce que tu veux. Ça, on va revenir dessus. Donc, Imran. Oui. Vous partez en Inde. La première journée, c'était comment? Comment t'as pu gérer avec les va-et-vient, vu que c'était toi qui, si on peut le dire, manageait un peu toutes les équipes venant du Niger? Bon, si tu veux, le plus dur, c'était surtout le voyage. Hein.
Le voyage, là, on a souffert. Hein. Déjà, la plupart, on n'est pas habitués à voyager en avion et tout. Bon, ça même, c'est un débat. Je ne sais pas si on peut en parler ou bien on va plutôt parler de ce qui se passe là-bas, ce qui s'est passé là-bas en Inde à notre arrivée. De toute façon, ça fait partie en fait, du parcours. Donc, vite fait en parler de ça, c'est pas un souci. On est open ici, on parle de tout. D'accord. Si tu veux, bon, côté voyage même, il y avait de la paperasse à faire, il y avait les escales. Tu sais même pas où aller. Tu n'es pas habitué à prendre l'avion. Tu arrives, tu es déboussolé, tu es obligé de demander des renseignements, regarder sur les tableaux ton avion et à quelle heure. On a pu manager, mais les chats, comme on dit. Il y a des fois même on a failli rater notre avion. Hein, parce qu'on n'a pas été suffisamment vigilant. Des fois, il y a eu, si tu veux, des aménagements d'horaire. On dit que vous allez quitter, je sais pas moi, genre à 16h. Et on vous dit que non, finalement, c'est à 14h30 ou 15h, tu vois. Vous êtes là, dans la salle d'attente, en train d'attendre. Il faut vous précipiter. En tout cas, dans l'ensemble, on a pu manager. Ça s'est bien passé. Donc, au niveau de l'Inde, si tu veux, il n'y avait pas grand-chose à faire parce que c'était quand même assez bien organisé de ce côté-là. Quand on est arrivé, ils sont venus nous chercher, eux-mêmes personnellement. Il y avait des bus à notre disposition. Donc, on a chargé nos bagages et on a fait le trajet. Le trajet, ça nous a pris quoi? Pratiquement 2 heures de temps entre l'aéroport et l'université. En tout cas, c'était une grande mégalopole et tout. C'était impressionnant. Et le trafic, c'était autre chose. Bref, ça s'est bien passé. On est arrivé à l'université, ils nous ont montré nos dortoirs. Il y avait le dortoir des filles, le dortoir des garçons et le dortoir aussi des représentants des étudiants. Parce que chaque pays africain avait son représentant aussi. Donc, on avait notre logement à part. Donc, je disais... Voilà, c'est la dénomination qu'ils utilisent. C'est en quelque sorte des délégués. C'est quoi la dénomination qu'ils disent? Spock. Ils disent Spock. Ah, ok. Voilà, et même, c'est vrai, en termes de chiffres, on a oublié de donner ces détails au début. Il y avait à peu près 300 à 400 étudiants indiens, non? Oui, il y en avait combien à peu près? Les étudiants indiens? 200. Voilà, 200 et quelques. Et à peu près... 200 aussi étudiants africains, non? En tout cas, globalement, on était 400. On était 400, à peu près. Wow, ça fait beaucoup de monde. Voilà, ça faisait vraiment... Imaginez la logistique. Ils ont essayé d'avoir une sorte de 50-50, quoi. C'est-à-dire 50-50. Oui, les Indiens, c'est ça. Pour les équipes, c'était plus, comment on appelle ça, 4 Indiens, 2-3 Africains. C'était à peu près ça. Ok, oui. Justement, en fait, je voulais revenir sur... 2 Indiens et 4 Africains. Il y a même des teams, par exemple, les Maliens, eux, ils sont avec un seul Indien. Ok. Il y a des pays où c'est un seul Indien. Je n'avais pas ces détails-là. De l'autre côté, les Nigériens sont avec 2 Indiens. Ok. Wow, ça, c'est parce qu'en fait, je voulais aussi en parler de ces équipes-là. Avant même de parler des équipes, en fait, le hackathon, vous y allez avec un projet, je suppose. Donc, comment se passait en fait? Comment ça s'était passé? Comment est-ce que vous avez réfléchi, chacun de vous ici, à vos projets? C'était comment? Comment est-ce que vous étiez dispatchés, en fait, pour les tâches des équipes? Yakos. Ok, déjà, les noms des membres, les emails et tout, les pays aussi. Donc, on s'est contacté, on a fait un groupe. Et là, on a commencé à discuter du projet, ce que votre solution doit apporter. Ok, d'accord. C'est eux qui vous donnent la solution. Oui, l'État, c'est à vous de trouver une solution innovante sur ces thèmes. Par exemple, si c'est l'éducation, précisément, voilà ce qu'on vous demande de faire. Donc, à vous de réfléchir pour trouver une solution innovante sur ces thèmes bien précis. Ah, d'accord. Et les équipes aussi, c'est eux qui forment les équipes.
C'est pas Oui, des- ont constitué leurs équipes et puis dans chaque équipe, vous êtes des nationalités différentes. L'objectif, c'est de faire les brassages des connaissances, tout cela. Effectivement. Et en parlant de ce brassage-là, de cette diversité-là, comment est-ce que tu as trouvé ça, Indy, de te retrouver dans une équipe où il y a une diversité? Vraiment, au début, ça n'a pas été facile. Imagine-toi dans un groupe où d'autres parlent le portugais, d'autres parlent l'espagnol, d'autres l'anglais. Et il y en a même qui se débrouillent plus en hindou que d'autres langues. Imagine. Et toi, tu es là, tu parles français, tu te demandes comment ça va se passer. Au début, quand c'était à ligne, c'était un peu plus relax, mais tu peux utiliser Google Translate, tout ça là, tu peux te débrouiller. Mais quand c'était le face à face, quoi, vous êtes obligés tous de parler l'anglais, imagine. Mais quand ça a été vraiment une bonne expérience parce que malgré toute cette barrière de langue, on arrive à se comprendre et on arrive à apprendre beaucoup de choses des autres. Tu vas plusieurs technologies. Toi, par exemple, chez toi, si tu as appris cette technologie, d'autres l'ont jamais eu. Quand tu partages avec eux, ils sont contents. Et eux aussi, ils vont te parler d'autres technologies. Tu es là. On a vraiment appris beaucoup de choses. Hein. Vraiment. Bien sûr, c'est ça. Surtout, en fait, c'est ça l'utilité d'être dans une équipe ou un environnement où il y a beaucoup de diversité, pardon. Parce que, en fait, vous apprenez beaucoup. Chacun a son langage qu'il a étudié et on devrait trouver un point commun où on va développer la solution. Imagine. Exactement. Bien que ça, c'est un grand travail. Exactement. Et ça, c'est l'un des meilleurs skills pour un développeur, hein, le fait de pouvoir travailler avec n'importe quel. Pour moi, travailler avec des gens de plusieurs nationalités m'a poussé à vraiment me surpasser. Je dirais, je n'avais pas atteint mes limites, je ne les connais pas, mais ça m'a amené à me surpasser. Parce que pendant le hackathon, genre, on peut le sentir avec tout le monde que tout le monde défend l'image de son pays, l'image de là où il vient. Tout le monde se donne à fond et ça me motive beaucoup à me donner à fond et surtout travailler très bien et aussi donner une très bonne image de mon pays parce qu'une fois là-bas, je me dis que je suis ambassadeur. Donc, tout ce que je fais, c'est le pays qu'on voit. En tout cas, c'était de la façon dont ça m'a le plus affecté à le surpasser, travailler dans une diversité. Avec notre mentor aussi, ça n'a pas été facile, lui. Ça n'a pas été facile, vraiment. Ok. Tu viens de parler du mentor. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Chaque équipe avait un mentor. Explique un peu. Oui. Avant même de partir, on nous a partagé un groupe. En même temps, on a commencé à travailler. Après, je sais pas combien de jours, on nous a donné tous deux mentors pour pouvoir nous guider. Mais nous, l'autre était absent, il nous a dit qu'il ne peut pas participer, mais il y avait l'autre avec nous. Il était avec nous durant tout le hackathon et même après le hackathon. Il nous a vraiment aidés. Wow, ça c'est intéressant d'avoir vraiment un mentor qui est là derrière vous et qui vous coach. C'était pareil avec vous, Yakos et Indy? Oui, exactement, c'était pareil pour tout le monde. On a presque 2 mentors par équipe. Et ils nous ont beaucoup accompagnés du début jusqu'à la fin. Vraiment, ils nous ont encouragés, ils nous ont boosté, ils nous ont beaucoup aidés. Vraiment. Oui. De mon côté aussi, il y avait un mentor. Le deuxième n'a pas pu venir. C'est comme Michou aussi, on n'avait qu'un seul. Moi, j'aime bien ce système de mentorat parce que c'est toujours quelqu'un chez qui tu peux te diriger quand il y a un souci, parce qu'il est en général beaucoup plus expérimenté et il peut vous donner des astuces pour facilement débloquer certaines choses. Surtout exactement. Avec les mentors là, ce sont des gagnants des hackathons précédents. Tous les mentors. Ah, d'accord. Là, je vois. Ça, c'est intéressant. Ils sont expérimentés.
C'est un peu comme le principe du code local. Mais bon, on va un peu parler du code local par après. Il dit, tout de suite, Oumulker parlait d'apprentissage, le fait qu'elle ait beaucoup appris, beaucoup de choses. Quelle est toi, en fait, spécifiquement, cette chose-là que tu peux dire que tu as vraiment appris, qui t'a beaucoup plu, ou bien ces choses que tu as apprises? Oui, à résumer, je peux dire que la plus grande chose que j'ai appris, c'est surtout le Flutter. On a développé un Flutter. Moi, ici, quand je suis au Niger, je développais pas un Flutter. Mais quand on a décidé dans l'équipe de faire Flutter, au début, j'étais vraiment pas contente, mais après, je me suis dit que non, c'est l'occasion pour moi d'apprendre. On nous a appris à apprendre soi-même. Donc, j'ai téléchargé mes tutos, je me suis dit que c'est pas sorcier. Je vais l'apprendre. Et avec le hackathon là, vraiment, je me suis améliorée et puis ça m'a donné plus envie d'apprendre ces nouveaux langages aussi. En dehors de ce que je connais et maintenant, je dois m'améliorer de ces côtés. Ça, c'est le côté langage, mais il y a beaucoup de choses aussi, la stratégie de travailler, tout ça là. Ça aussi, ce sont vraiment des belles expériences. Aussi que j'ai appris ça, mais le côté langage là, ça m'a plus quoi. Oui, effectivement, parce que quand tu apprends une nouvelle technologie, au début, tu es un peu sceptique, mais quand tu y entres, ça te plaît un peu plus. Et surtout, le Flutter, tu as envie d'apprendre plus. C'est ça, justement. Ça, c'est vraiment intéressant que, cet environnement-là. Ça, c'est uniquement pendant le hackathon qu'on a appris ça, mais bien avant le hackathon aussi, on a appris beaucoup de choses. Pendant la formation, beaucoup de choses. Moi, surtout ce qui m'a vraiment marqué, c'est la méthode agile que j'ai vraiment appris. Et maintenant, voilà, j'essaie de l'appliquer ça dans mon entreprise. Imaginez comment est-ce que ça fait. Ça fait de rigueur et plus de sérieux, quoi. J'ai vraiment appris. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Moi, dans toute mon expérience, c'est surtout ça qui m'a vraiment marqué. La méthode agile. Ouais. Effectivement. Et c'est vraiment intéressant parce que on a l'impression que ce que vous avez appris, c'est des trucs qui vont vous servir vraiment dans la vie et que vous continuez toujours à utiliser. Dans la vie professionnelle, beaucoup de choses. Par exemple, la gestion du temps, la gestion des stress. Imagine quand tu as un projet à présenter. Effectivement, comment tu vas gérer ton stress, tout ça là. Bon. C'est vraiment des choses qui vont beaucoup nous aider dans la vie professionnelle, tout ça là. Ça a été vraiment excellent. Imagine un mois de formation comme ça. Et puis la formation, c'était en anglais, en français, en espagnol. Donc tu es libre de choisir la langue avec laquelle tu vas. Justement, c'est ça. Tu peux y passer pendant le 1 mois de formation là. Justement, on a su en anglais, mais quand même, il y a aussi le cours en français qui est disponible. Donc là, il n'y a pas de souci vraiment. On a bien compris. Ah oui, on voit bien que vous avez beaucoup appris. Hein. C'était une très belle expérience. Donc, on va aller. Yakos, c'était quoi toi ton... En tout cas, on a apprécié l'expérience. Ton truc que tu peux dire, tu as spécifiquement appris ça, et le skill ou bien la technique que tu as vraiment appris pendant ce hackathon-là, ou les choses que tu as apprises? Tout d'abord, avant même d'aller en Inde, je dirais c'était le machine learning. D'accord. Pendant la formation ou bien avant même? Ouais. Bon, pendant la formation, ils ont envoyé des cours de machine learning, mais bien avant ça, quand on a étudié notre problème, on devrait faire du machine learning. Donc, on a partagé des tâches à chacun. Et moi, je ne connaissais pas en machine learning. Dans la team aussi, on n'est que 2 à ne pas avoir de notions sur ça. Donc, je me suis mis à apprendre. Et qu'est-ce que vous utilisez comme techno? Parce que je pense que Python. Machine learning, c'est du Python, non? Ouais, du Python avec Jupyter. Déjà, j'ai fait du Python. C'est Jupyter, là, c'était vraiment facile, en fait.
Ah oui. Donc là, pour toi, c'est les machines learning. On voit bien que vous avez beaucoup appris pendant ce hackathon. Toi, Oumulker, tu disais que déjà, tu nous as parlé du site que tu as eu à développer dans les 26 heures du hackathon et tout ça. À part le site que tu as développé, c'était quoi les autres skills et les autres technologies que tu as apprises pendant ce hackathon? Pendant ce hackathon, déjà, les gens qui me connaissent à Côte d'Ivoire savent très bien que je suis fan des designs. Je me suis vraiment basée sur les UI et UX design parce que ça me plaît énormément. Après, j'ai commencé à faire Python à Côte d'Ivoire, mais c'était pas trop ça. J'arrivais pas à me concentrer. J'ai su ce que je fais et j'ai vraiment compris de quoi même il s'agissait de le début. Après Python aussi, je trouvais que les langages sont à peu près la même chose. Si je me donnais à fond, je peux vraiment beaucoup apprendre. C'était bien. Je sais même pas ce que j'ai prévu maîtriser. C'était cool. Oui, et j'ai l'impression que pendant le hackathon, tu as eu un peu plus de discipline, de travail. Genre, c'est comme si tu étais constant par rapport aux autres jours où il n'y avait pas la pression et tout. Je confirme. Oui. Mais vraiment, pendant les 36 heures là, c'était la pression plus. En fait, je t'ai motivé à 100%. C'est ça l'impression que j'ai par rapport à ce hackathon là pour vous tous, parce qu'on a l'impression que, et aussi ce que vous avez appris pendant ce laps de temps là, c'était huge, c'était vraiment immense, quoi. Imagine-moi. Dire que, au lieu de venir perdre son temps, prendre un projet, le faire pendant un mois, pourquoi on va pas venir se concentrer si on me donne un projet, je me concentre à 36 heures, 48 heures et je le fais. Ça aussi, c'est une nouvelle méthode qu'il y a. Oui. Ça, oui, c'est ça. En fait, parce que on dit que c'est possible de le faire, donc. Bien sûr, c'est possible de le faire parce que je pense que quand on est vraiment sous pression, notre cerveau réfléchit 2 fois plus parce qu'on sait qu'on a un rendu qu'on doit donner. Et Michou et Yakos peuvent en témoigner parce que au début de Code Local, on avait ce qu'on appelle les mini hackathons. Et pendant ces hackathons là, c'était des hackathons de 3 jours où chacun devait proposer des solutions, des sites web et des trucs. Et ils arrivaient vraiment à les faire entre ces 2 ou 3 jours. Donc, c'est vraiment une sorte une méthodologie de travail. En tout cas, c'est aussi une méthodologie. Ça te permet d'économiser le temps et puis de livrer à temps au client. Tout à fait. En plus, même pas seulement les cours qu'on nous envoie, on nous envoie des vidéos, comment travailler en équipe, parce que je suis sûre que les vidéos là vont beaucoup aider. De toute façon, je m'énerve vite là. Hey. Mais au moins, tu as pu gérer le travail en équipe. Vraiment. Voilà, et tout s'est passé bien, tout est fini bien. Tout s'est très bien passé, vraiment, tout s'est très bien passé. En tout cas, en plus des formations qu'on avait eues et puis des échanges, nous, on a appris d'autres expériences. Imagine, par exemple, moi, j'ai jamais fait de la cybersécurité. Aujourd'hui, on m'amène un thème sur la cybersécurité. Je suis obligée d'aller faire des recherches jusqu'à ce que je comprenne très bien quoi il s'agit et proposer mes solutions, tout ça là. Ça aussi, et c'est aussi un plus pour moi. Il y a vraiment beaucoup de plus. En tout cas, c'est un plus. Et en plus, on voit bien que vous avez aussi découvert des nouvelles méthodologies de travail. Et je pense bien que si vous continuez toujours dans ce sens-là, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous permettre d'avancer dans les projets que vous faites. Et Yakos, dis-nous, comment est-ce que tes connaissances que tu as apprises à Code Local t'ont aidé pendant ce hackathon? Comment est-ce que tu as su gérer? Comment est-ce que tu t'es adapté?
À Code Local, on nous a appris déjà à travailler. Le hard taf là, on a fait ça avec les hackathons de 112 heures. On ne dormait quasiment pas pendant les 112 heures. Tu sais déjà. Ouais, là. Ça m'a aidé vraiment à faire les 32 heures là, les 36 heures là sans problème. Ici, on travaille en team. Exactement. Et là-bas aussi, on est en team. C'était pas nouveau pour moi. Ça n'a pas causé de problème. On a bien communiqué, on a décidé de tout ensemble. Vraiment, c'était comme un call local, mais avec des gens différents. Des gens différents. Ouais. Parce que déjà, on avait l'habitude de faire les hackathons là au début. Ouais, et puis les teams aussi, c'était pas des teams arrangés. Vraiment, c'était du hasard. Oui. Tout ça. C'est ça. C'était juste les profils qui ont changé et des nouvelles expériences, des gens qui sont calés sur le machine learning, des gens sur le front, c'était ça la team. Exactement. Donc, en gros, toi, ce qui t'a aidé, c'était plus les mini hackathons qu'on faisait à Code Local. Parce que c'était des mini hackathons de 112 heures et aussi le travail en équipe. Vu que à Code Local, on travaille beaucoup en équipe. Du coup, c'était pas tellement nouveau, c'était juste les profils qui ont changé et cette barrière du langage et aussi l'intensité. Oui, on va revenir sur comment est-ce que vous avez travaillé pendant ces 36 heures-là. Ça, j'ai pas oublié ça. J'ai envie de savoir comment vous avez géré ça. Et Indy, est-ce que le fait d'être déjà passé à Code Local t'a déjà en quelque sorte aidé à t'adapter beaucoup plus rapidement? Comment est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça t'a aidé? Je dirais oui, mon passage à Code Local m'a beaucoup aidé pour ces hackathons. Parce que surtout quand tu prends le côté auto-formation à Code Local, on te donne un projet à toi de te former. Certes, il y a les cours, tout est sur le net. Tu apprends toi seul. Mais ici, là aussi, j'étais confrontée au même problème sur la cybersécurité. On m'a dit de faire une documentation. C'est quelque chose que j'ai jamais étudié dans ma vie, la cybersécurité. Mais j'étais obligée d'aller chercher des cours, me débrouiller et trouver plusieurs scénarios pour intégrer dans le jeu et tout ça là. Et comme je te disais aussi, on a développé sur Flutter. Ça aussi, je dois comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dois aller me former toute seule, dans un état, tu vois, non? Exactement. C'est-à-dire ce côté autodidacte. Il y a beaucoup de choses sur tout ça. Exactement, parce qu'à Code Local, on apprend tout seul. Hein. On apprend. Malgré qu'il y a les coachs et tout ça là qui sont là, 90% du travail qu'on fait, c'est nous-mêmes. Parce que si tu fais pas tes propres recherches, quelqu'un d'autre ne peut pas t'aider en fait. En tout cas. Donc, en gros, quand tu es CS, je suppose tu es déjà habitué à faire des recherches par toi-même. Quand c'est tout ça. Et puis les hackathons, c'est pas quelque chose de nouveau chez nous. À Code Local, avec l'expérience d'École Local, on a l'habitude de faire des parties à hackathon, tu vois. Effectivement, ça je l'avoue, à notre cohorte quand même, on était beaucoup à avoir participé à des hackathons. Donc il y a un peu cette expérience-là. Et toi, dis-nous. Les connaissances que j'ai eues à Code Local m'ont gravement aidé. Parce que ici à Code Local, j'ai fait pratiquement du web. C'est du web que j'ai fait. J'ai passé tout mon temps à faire du front-end et du back-end. Ça m'a vraiment formé sur ça. Et une fois là, comme je vous l'ai dit, il y a eu un moment où je me suis retrouvé à travailler avec le Marocain sur le back-end et l'Indien sur le front-end. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment montré ce que je sais faire ici, ce que j'ai appris ici à Code Local. Oui, et pour toi, Oumulke, c'était comment? Comment est-ce que ton passage, actuellement le fait que tu sois CS,
les choses que tu as apprises à Code Local, la méthodologie qu'on a à Code Local, comment est-ce que ça t'a aidé dans ce hackathon-là? Bon, on peut déjà aller chez Imran avant que Moulker ne règle son problème de micro. Imran, une fois là-bas, comment est-ce que tu arrivais à gérer ton temps? Comment est-ce que tu gérais les va-et-vient? Et comment est-ce que ton passage à Code Local, les skills que tu as appris à Code Local, comment est-ce qu'ils t'ont aidé? Comment est-ce que tu as su gérer cet événement-là pendant le hackathon? En quoi est-ce qu'ils t'ont aidé? Bon, si vous voulez, en fait, moi, pour cet événement-là, les compétences de Code Local ne m'ont pas aidé. Parce que c'était surtout de l'organisation, avoir de la disponibilité. Oui. Et puis, bon, il n'y avait rien de diabolique, quoi. Il fallait juste être présent. En cas de souci, poser les bonnes questions, aviser les responsables, essayer de coordonner, quoi. C'était pas du code, moi, à mon niveau. À mon niveau, c'était plus de l'administratif. C'était plus de l'administratif. Oui. Donc, c'était un peu ça la particularité. Mais en Inde, par exemple, ce qui était aussi assez délicat, les étudiants n'avaient pas la possibilité de se déplacer comme ils voulaient, surtout en ville. Par exemple, nous, à notre niveau, nous, on était autorisés à nous déplacer. Donc, si les étudiants avaient besoin de quelque chose, que ce soit du matériel ou informatique ou des petites choses, nous, on avait la possibilité de sortir avec un bus qui nous affrétait, mais avait un protocole. Il fallait avoir l'autorisation de l'université, il fallait que des gardes nous accompagnent, véhicules policiers et tout, la totale, quoi. C'était assez impressionnant. Okay. Le fait aussi qu'on soit étranger, vous voyez tout ça. Surtout dans les pays, les gens ont tendance à vouloir profiter de vous, quoi. Vous êtes nouveau, on sait que vous n'êtes pas d'ici. Voilà, vous pouvez vous faire truander, vous pouvez vous faire agresser, ce genre de choses. Oui. Oui, donc, Imran, je vais revenir chez toi. Ça va maintenant? Oui, Michou, on va aller avec toi. Tu nous dis qu'est-ce que tes connaissances du Code Local t'ont permis de mieux t'adapter là-bas pendant ce hackathon-là. Comment est-ce qu'ils t'ont aidé? Bon, avant de participer au hackathon de l'Inde UNESCO Afrique, j'avais participé au hackathon de l'UNICEF qui s'est déroulé au Radisson Blu. Et du coup, j'ai eu l'idée, je me suis dit que c'était pareil et c'était pareil, c'était la même chose. Les écoles sont différentes, mais on nous a mélangé avec certaines écoles comme on dit Niger, Maroc. Ici aussi, il y avait Code Local, il y avait SKE, il y avait IDU et autres. Je me suis dit, bon, c'est la même chose. Côté organisation, portage, j'ai pas eu de problème. Au niveau du hackathon aussi, pour un début, j'ai eu peur parce que je me suis dit que vraiment, moi, je peux pas parce que j'ai pas assez de compétences pour participer à ce hackathon. Et puis, il y a que des cracks dans notre team. Donc, moi, je veux seulement rester à les regarder, mais c'est pas cool. Mais quand on était là-bas, j'ai trouvé que c'était du n'importe quoi. Vraiment, notre formation à Code Local nous a vraiment aidé. Je pensais pas que je peux faire un truc, je peux faire ça. Mais, il n'y a pas quelque chose que quelqu'un va me demander et que je serai pas capable de faire ça parce que j'ai pratiqué ça. Il y a certaines aussi qui font le code, mais ils pratiquent pas, au fait. C'est sur des feuilles de papier et autres. Donc, c'est différent. Moi, j'arrivais à faire des recherches. Si on me demande de faire ça, même si je peux pas le faire, je tape sur le net, je vois comment on le fait, je reviens, je le fais. Et d'autres n'arrivent pas à le faire. Et sans Code Local, je pense pas que j'aurais même l'idée de partir faire des recherches pour voir comment un truc pour pouvoir pratiquer ça. C'est à peu près la même chose. C'est comme
nos formations d'ici, nos hackathons, c'est la même chose. En gros, toi, le fait qu'on soit habitué à faire tout le temps des recherches à code local, parce que ça fait partie de notre pédagogie. Donc, vu que c'est presque naturel pour toi, dans ce sens-là, ça t'a beaucoup aidé. Dans le sens où tu arrivais à vite avoir les résultats à tes recherches, des solutions à tes problèmes. Alors que pour les autres qui n'étaient pas habitués à ça, c'était un peu plus compliqué. Et pour ceux qui nous écoutent, en fait, le mindset à code local, c'est en fait, dès que tu viens à code local, le mindset du CS, il n'y a rien que tu puisses pas faire en fait. Il n'y a rien que tu puisses pas faire. Il suffit juste que tu te dises, je peux faire ça. Ou bien qu'on te dise, il faut faire ceci. Et on sait comment s'y prendre. En fait, c'est un peu ça le mindset qu'on a à code local. C'est en fait, tout ce qu'on nous amène, on peut le faire. Il suffit juste de s'y mettre. Donc, en gros, c'est ça. Dino, raconte-nous un peu tes transiseurs là. Explique-nous comment s'est déroulé tes transiseurs là. Voilà. Donc, les transiseurs étaient les transiseurs les plus longs de toute ma vie. Parce que je voyais le temps qui ne finissait pas. Et bon, au début, je me disais que ça ira parce que le décalage horaire m'avait affecté. Parce qu'une fois là-bas, je dormais à l'heure d'ici, à l'heure de Niamey. Donc, une fois là-bas, je me disais que ça allait puisque j'avais pratiquement pas sommeil. J'avais pratiquement tout le temps pas sommeil. Donc, les premières 24 heures, je les avais très bien passées. J'avais même pas sommeil et j'étais très bien. Je n'avais même pas faim. Je ne sais pas, la caféine a eu un effet sur moi, j'avais pas faim. Donc, après les 24 heures, vu que le travail, moi, ma tâche, je l'ai pratiquement fini avant même qu'on ne quitte Niamey. Je l'ai fini parce que j'avais comme tâche de prendre les images satellitaires avec lesquelles on va travailler et d'extraire les données qu'on a besoin. Donc, j'avais déjà codé tout mon programme d'extraction, je l'ai codé depuis ici. Une fois là-bas, je leur ai juste remis le programme et on les a combinés. Et de temps à autre, ils font appel à moi pour que pour que je fasse des extractions de données et leur passer ça. Donc, c'était, la chose que j'ai plus fait pendant les premières 24 heures. Et après, il y avait notre collègue le Marocain qui travaillait sur le back-end de l'application. Lui, il n'avait pas fini et le temps qui restait était moindre. Donc, je l'avais aidé. Et c'est à ce moment que j'ai pris une partie de ces tâches. J'ai commencé à travailler dessus. Donc, c'était le moment le plus fou parce que j'avais fait 5 heures de temps d'affilée, sans me lever, sans aller, sans prendre du café, sans faire quoi que ce soit. 5 heures de temps de code. C'était une seule fois dans ma vie. Donc, les 5 heures de temps, après ces 5 heures de temps-là, j'avais commencé à avoir flou. Je ne voyais pas très bien devant moi. L'écriture, je lisais ça très mal, même avec mes lunettes. C'était pas facile. Et c'est là que j'ai commencé à avoir sommeil. Un sommeil dégradant, un sommeil qui me laissait faire quoi que ce soit. Genre, le sommeil voulait vraiment que je fasse ça. Donc, j'avais pris du café, je me suis forcé. J'ai fini cette tâche-là, j'ai fini le back-end. Bon, la tâche qu'on m'a donnée, on a fini le back-end, on a remis ça. Et de l'autre côté, il y a celle qui travaille sur le front-end. Elle aussi, elle est indienne, mais le truc, c'est qu'elle est la seule qui travaille sur le genre, elle est la seule qui s'y connaît en front-end. Et moi, bien sûr, parce que j'ai déjà fait du front-end ici à Code Local. Donc, elle aussi, elle n'avait pas fini. Il restait des parties qu'elle devrait faire. C'était surtout sur, sur la représentation graphique des données et les charts, les histogrammes. Donc, je lui ai pris une partie des tâches à l'aide de quelques librairies. On a très vite fait ça. Et après ça, j'avais l'ordinateur en main. Je me suis assis sur le pouce. Je ne savais pas quand le sommeil m'a pris. Je me suis endormi pendant un truc de 30 minutes. Et je me suis réveillé à
2 heures avant la fin du, comment on appelle ça, la fin du hackathon. Donc, pendant ces 2 heures de temps, c'était plus du test. On avait d'abord intégré tout, on a tout mis en marche. C'était les tests. On testait l'application pendant ce temps-là. Maintenant, Yakos, raconte-nous un peu tes 36 heures là, un peu brièvement. J'ai pas fait grand chose pendant les 36 heures, à part coder. Ouais, c'était compliqué, tu avais eu des bugs et tout ça. Ah ouais, les bugs, j'en ai eu des bugs plein. Mais comme tu as dit, à Code Local, on nous apprend une chose, c'est tout est là. Tout est sur le net. Ouais. Dès que tu as un bug, tu mets les bons mots-clés, tu trouves la solution, tu règles de ton côté, tu vois jusqu'à voir ce que tu veux. Effectivement. Ouais, il y avait eu des bugs, mais le plus difficile, c'était se situer sur comment doit être le back-end. C'était ça le plus grand challenge. En fait. Oui, parce que le back-end, c'était, tu as eu à le développer seul. C'était une première pour toi? Non, pas une première, je dirais, mais de cette envergure, oui, je dirais que c'est une première. Oui, parce qu'à Code Local aussi, on fait du back-end. J'ai déjà fait avant d'y aller, mais c'était pas si gros, tu vois. Effectivement. Et là, vu que c'est le back-end de tout un projet, comment tu as abordé ça dans un premier temps? Dans un premier temps, j'ai fait comme j'ai toujours fait, c'est de découper par étapes. Et comme ça changeait à chaque fois, il y avait des correcteurs qui passaient. Ils ont passé 3 fois, je crois. Et à chaque fois qu'ils venaient, il y a des choses qui changeaient dans le projet. Et il faut vite s'adapter, changer des trucs. C'est ça qui a ensuite rendu les choses plus difficiles. Effectivement. Tu fais une structure, tu avances, on te dit ça, il faut faire ça, il faut enlever ça, tu dois retourner. Et là, j'ai évité beaucoup de choses en faisant tout en petits morceaux. Ça m'a vraiment aidé. Dès qu'on dit ça, il faut changer, je change que cette partie-là. C'est en faisant ça que j'ai pu économiser du temps et vite avancer. Effectivement. Donc, ça allait très rapidement. Et pour toi, Indy, c'était comment tes 36 heures là? Les 36 heures, au début, c'était la panique. Moi, quand on avait lancé l'école, vraiment, je me suis un peu déstabilisée. Mais avec l'équipe, voilà, on s'est organisé au début, on a fait une petite réunion, comment on va commencer. Voilà, on a essayé de coder ensemble, tout ça là, pour qu'on soit tous au même niveau. On a fait nos petits schémas, comment on va structurer notre travail, tout ça là. Et après, ça a été un peu relax. C'est comme ça, on avait commencé par après, on avait fait les documents qu'on va intégrer, les scénarios qu'on va intégrer dans le jeu, tout ça là. On a reconverti ça en vidéo, les vidéos aussi, les textes en audio, on a fait les traductions, tout ça là, on a intégré. Il y a aussi les évaluateurs qui passent, je sais pas, c'est chaque 4 heures ou 5 heures, je sais pas. Et les 36 heures là, ils ont passé comme 36 minutes, je t'assure. En rien de vie, on est déjà le lendemain matin. Waouh! On a même envie à ce qu'on nous augmente quelques heures, quoi. Façon dont ça a passé chap là. Ah oui, les 36 heures, c'était... C'est comme 36 minutes. Tellement c'était rapide. Tellement ça a été rapide. On prenait du plaisir en fait. Tu vois, un peu les stress et puis les challenges. Oui, ça passe. Après l'évaluation, on change, tout ça là, ça motive. Effectivement, vu que le cerveau est totalement focus, on ne voit pas le temps passer. Et souvent, même quand tu as fait Ce qui m'a étonné, c'est surtout le manque de fatigue. En fait, je me demandais comment se fait-il que je ne me suis pas fatiguée. Pendant les 36 heures. Pendant les 36 heures, je n'ai même pas ressenti la fatigue, je t'assure. Tellement qu'on a envie de travailler et tout, ces challenges-là. C'est vraiment cool. Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est plus cet effet de groupe là. Tu vois, quand vous êtes tous ensemble, vous devez faire un truc, ça vous motive plus.
Ça vous Et donne quand tu envie. sens. Voilà, bien sûr. C'est même pas à comparer. Et vous étiez là pour un objectif précis. Donc, tout ça fait que, voilà. Il y avait l'énergie qui était là. Il y avait aussi le café. Il faut pas oublier le café. Ouais. Les gens ont bu du café. Ouais. Toutes les 15 minutes. Toutes les 15 minutes. Ouh. Café à volonté pour tout le monde. Ah oui. Le café, c'est le meilleur ami Moi, du développeur. j'ai pris du thé, non seulement du thé, mais 7 tasses du thé pendant les 36 heures. Je fais que prendre du thé. Hein. Ah oui, parce qu'on a Mais besoin de se booster, je suppose, pour vous. Ouais. Quand tu vois tout le monde travailler, tu peux Tu as, pas te reposer. tu as envie toi aussi de travailler. Tu n'as même pas envie de te reposer en voyant toutes les 100 équipes qui sont là en train de bosser. Tu te dis, mais toi, pourquoi tu vas aller te reposer? Bien sûr, bien sûr. C'est ça, en fait. Donc, en fait, ce que je retiens, c'est quand tu es dans un environnement propice pour travailler, et il y a un challenge, il y a un défi qu'on doit élever, le cerveau est à 100%. C'est différent de quand tu es seul, que tu travailles. La motivation n'est pas la même. C'est ça, c'est pas la même chose. L'ambiance et tout ça. Oui, l'ambiance Ça aussi. transforme. Pareil. Ouais, l'ambiance aussi y est pour quelque chose. En tout cas, tout ce que je peux retenir de ça, c'est que vous avez beaucoup appris des choses, vous avez vécu de très belles expériences, et c'était vraiment une expérience que vous n'allez pas oublier. Maintenant, rapidement, je vais vous demander 2 questions. C'est quoi, disons, votre moment le plus compliqué, le plus difficile? On commence par toi, Michou. Ton moment le plus difficile pendant le hackathon? Barrière de langue. Ok, et toi, Yakos, ton moment le plus difficile? Des 36 heures ou bien tout le voyage. Tout le hackathon. Ah, je dirais la bouffe. C'était pas tellement ça. Wow. Ok, et toi, Indy, c'était quoi ton moment le plus compliqué, difficile? Moi, vraiment, la plus grande complication que j'ai trouvée, c'est la fraîcheur. Vraiment, elle m'a beaucoup dérangée. Ah, il faisait froid là-bas. Il faisait très froid. En tout cas, Il faisait froid, mais pas tellement. Hein. Comme Pas 15 degrés. Mais moi, vraiment, ça m'a dérangé. Non, en journée, il faisait bon, mais la nuit, c'était quoi? Qui avait La nuit, À la dizaine de degrés. Ou un peu moins même. Ouais, il faut... le problème, c'était brusque en fait. À partir de 7 heures, vous, brusquement. Ouais, malgré que je suis partie vraiment. Ah, il faut être dans moins 6 degrés, les gars, vous allez Quoi? sortir. Imran, ton moment le plus difficile. Le moment le plus difficile. Ah, si tu veux, moi, je ne peux parler que de nos sorties, hein. Parce qu'à chaque fois qu'on sortait, je te disais, on pouvait perdre quoi? 2 heures, 3 heures de temps. Avant de quitter même l'université. Avec les protocoles et autres, tu vois. On pouvait même pas profiter de la sortie en tant que telle. Comme je vous le disais, nous, les représentants des étudiants, on avait la possibilité de sortir. Donc, on profitait faire des achats pour les étudiants, ce genre de choses, quoi. Mais on perdait beaucoup de temps par rapport à ça. Et moi, véritablement, je n'ai pu me reposer que quand le hackathon a commencé, en fait. Parce que j'avais pu évacuer la majorité des courses. Là, donc, j'ai pu me concentrer sur le travail que j'avais au pays, quoi. Toute la paperasse que j'ai laissée, ce genre de choses. Ouais, effectivement. Wow, c'est tellement intense. C'est ça. Ok, Michou, c'est quoi ton plus beau souvenir de tout ce parcours-là? Le plus beau que tu aies? Waouh, c'est beaucoup de... Raconte, on t'écoute. D'abord, le fait de mettre en pratique mes compétences et rencontrer beaucoup de gens de nationalités différentes. Pouvoir communiquer avec des gens, des médias, des trucs comme ça, c'était cool vraiment. Visiter, surtout Taj Mahal. Oh, j'ai aimé. Ah oui, parce que à la fin, vous avez eu une visite, non, à la fin du hackathon. Oui, c'était Taj Mahal. Et toi, Indy, c'était quoi ton souvenir le plus beau? Et le souvenir, c'est la façon dont je me débrouille pour parler l'anglais. Ça me plaisait, quoi.
Oui, vu que ici au pays, tu n'as pas l'habitude de Oui, communiquer. on parle pas trop l'anglais, mais là-bas, imagine, tu n'as pas d'autre choix, tu te débrouilles. Je me sens bien quand même. Ouais. On va En tout beaucoup cas, au retour, maintenant, je continue à suivre mes cours d'anglais, tout ça là. ah oui, moi je peux en témoigner. Le fait de parler l'anglais, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre l'anglais. Oui. Et toi, Yako, c'était quoi ton plus beau souvenir ou tes plus beaux souvenirs Moi, je pense que j'en ai deux. Mhm. Le premier jour où on s'est rencontré avec ma team au complet, Oui, qu'est-ce qui s'est passé? c'était mémorable. Déjà, avant même qu'on se rencontre, on est devenu une sorte de famille, quoi. Ouais. On s'est tutoyé, tout ça, là, on se connaissait à peu près bien. Quand on s'est rencontrés, c'était émouvant, on a fait des photos. Ouais, c'est comme rencontrer la famille en présentiel. Et voilà. Et aussi, la soirée culturelle, ouais, où on s'est habillé en tenue traditionnelle, je crois. Wow, ça, j'aurais vraiment aimé être là en C'était traditionnel. cool. Wow. J'espère que vous avez bien présenté le pays en traditionnel et tout. J'ai vu les photos. Ah, tu peux être sûr. Ah oui, avec Les filles ont porté leur tenue, c'était joli. Nous aussi, Wow. on s'est débrouillé, on a porté quelque chose. Mais quand même, au moins, c'était nigérien. Ouais. Et pop, il y avait Michu qui dansait devant l'écran. Oh, c'était cool. Tu faisais au moins une danse traditionnelle. On était assortis, en tout cas. C'était une danse traditionnelle de Soga, Niger. Ah wow, ça quand même, je valide. Dis-nous, toi, c'était quoi tes plus beaux souvenirs? Ou bien ton plus beau souvenir, si tu peux raconter un peu. Mon plus beau souvenir à l'Inde était l'intégration. Voir comment beaucoup de nationalités africaines interagissaient, comment les gens s'aimaient, comment on appelle ça, les gens, il y avait le bonheur qui dégageait. Genre, on sent cette énergie positive partout. Les gens s'aimaient, les gens voulaient prendre photos, les gens voulaient être avec tout le monde. C'était vraiment quelque chose de très beau. Je ne l'ai jamais vécu de toute ma vie. Je ne pouvais pas cacher ma joie lorsque j'étais là-bas. C'était vraiment mon plus beau souvenir de cette aventure. Waouh, j'avoue. Et toi, Imran, ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir. Bon, je dirais que j'en ai deux. Il y avait ce qu'on appelle la cérémonie du drapeau. En fait, ce qu'il fallait faire, il fallait en quelque sorte s'entraîner d'abord, marcher comme des militaires, brandir notre drapeau, passer délégation par délégation. Chaque pays devait faire cet exercice-là. Donc C'était toi qui avais le drapeau? Ouais, je te dis, représente. Waouh, tu étais le représentant de tout un pays. Je l'ai fait flotter, mais quand même, j'ai souffert. Hein. Le drapeau, là, il était lourd. Ah, il était lourd. Ah, tu vois ce que subissent les militaires. Ah non, c'est pas facile. Donc, deuxième bon souvenir. Ah, je vous cache pas, hein, les doctoires. Nos doctoires. Ouh. C'était quoi? C'était carrément des chambres d'hôtel. Wow. Matelas 2 places, tu as ta propre douche, à l'eau chaude, au calme. Ouais, nickel. Quoique... Je suppose que c'était différent des étudiants. Bien sûr. Quoique, petit détail. Les premiers jours, je ne savais pas qu'il y avait de l'eau chaude. Donc, je me lavais à l'eau froide. Aïe. Dans la période là, oh mon Dieu, c'était autre chose. Aïe, j'imagine même pas. Et il a fallu qu'un de mes collègues me dise que hey, toi tu es là, tu te fatigues, il y a de l'eau chaude. Tu as juste un interrupteur allumé. Mais il n'y avait pas de voyant. Il n'y avait pas de voyant. Imagine, je ne pouvais pas savoir. On a fait avec. En tout cas, c'était... Pour les dortoirs aussi, chez nous, c'était cool, c'était bien. L'Internet. On nous préparait une demi chaque nuit, on nous préparait... Waouh! Oh, les policiers étaient sympas. Ah oui, toi... Avec nous.
Tu as eu beaucoup d'amis, hein. Je suppose que c'est pareil pour vous tous, vu qu'il y a eu beaucoup de diversité. Michou, c'est un clavier à plusieurs touches. Oui, je suppose que vous vous êtes fait beaucoup de connaissances, vous vous êtes fait du networking et tout ça, là. Ça aussi c'est important. En tout cas. Ah oui, d'accord. Maintenant, pour rapidement finir, qu'est-ce que vous avez comme dernier mot? On va commencer par Indy. Waouh, moi? Oui. Qu'est-ce que tu as comme dernier mot pour tout ce parcours et pour ton parcours à venir et les gens aussi qui sont intéressés par Code Local? Bon, pour les gens qui sont intéressés par Code Local, je dirais que c'est une très bonne expérience. Ils devraient expérimenter et puis c'est pas un truc qui est difficile. Oui. Et ce n'est pas impossible. Tout le monde peut coder, quel que soit le background que tu as. Tu peux pas forcément commencer par l'informatique, mais quand même tu peux t'adapter. C'est un truc vraiment que j'ai aimé moi. Je peux témoigner. D'accord. Dis-nous ton mot de fin, ton mot pour clôturer. Donc, mon mot de fin pour ce podcast est le suivant. Participer à une compétition d'une telle envergure est une chose que je regretterai toute ma vie si seulement je n'avais pas participé. Et tout ce que j'ai pu faire là-bas, c'est que j'ai appris sur le tas et que j'ai appliqué ne serait jamais possible sans Code Local. Parce que tout d'abord, Code Local m'a appris à apprendre. Code Local m'a donné une voix. J'étais venu ici avec des connaissances un peu diversifiées. J'étais touche à tout. Je ne faisais jamais les choses au complet. Je faisais les choses à moitié parce que je n'avais pas une bonne structure. Mais à Code Local, j'ai trouvé une roadmap qui m'a guidé à être un développeur. Je suis codeur. Je suis codeur du Sahel. C'est le nom qu'on se donne ici à Code Local. Donc, toute personne qui fait le choix de venir ici, donc je m'adresse à cette personne-là. D'abord, je vais la féliciter. Je la félicite pour le choix qu'elle a fait. Et aussi, je vais lui rappeler ça à chaque fois qu'il va écouter ce podcast, de se rappeler de l'objectif qu'elle s'est fixé dans sa tête avant de venir à Code Local. Parce qu'il faut d'abord avoir un projet, quelque chose qui va te motiver jour et nuit à faire cette chose-là, à coder, à être sur ton Mac, à travailler. Il ne faut jamais oublier ça. Et aussi de se munir d'une discipline de faire parce que c'est elle ton maître ici. On n'a pas de professeur. Notre discipline est notre professeur. C'est elle qui va te guider. Tu n'as que des mentors. Donc, il faut repenser à ça. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre pour la garder. Et ce qui m'amène à la fin de mon dernier mot. Et donc, je tiens à vous remercier, M. Homs, pour ce podcast. D'accord. Oumulke, ton dernier mot? Vraiment, je pense que c'était une très belle aventure parce que sans Code Local, je pensais pas que je veux me mettre pied à l'aise parce que j'ai jamais, même parmi mes rêves les plus fous, je me dis souvent j'irai là. Mais en Inde, non, j'ai jamais mis ça dans les pays que je veux visiter. Et sans Code Local, je pense pas que je veux y aller. Comme Indy l'a dit, peu importe ton background, tu peux coder. Et Inch'Allah, on va y arriver. Inch'Allah, effectivement. Yakos, ton dernier mot? Oui, moi je dirais, comme elles ont eu à le dire, le background vraiment ça compte pas. Tant qu'on est passionné, il faut vraiment essayer. Et aussi, les Nigériens, on a un truc, on est trop focalisé sur l'âge. Il y en a qui disent, j'ai été là, je n'ai plus le temps d'avoir fait ça. Vraiment, ça, c'est une mauvaise excuse, je pense. Le code n'a pas d'âge, on a plein d'exemples ici, et je suis un aussi, je pense.
c'est à la portée de n'importe qui, on peut tous le faire. Et vraiment, on est passionné, on a des objectifs, on peut vraiment... Avant de venir à Code, j'ai mis la barre un peu basse. Je voulais juste apprendre à faire des sites web, juste ça. Mais une fois arrivé, j'ai vu le potentiel. J'ai appris par moi-même, j'ai vu où est-ce que je peux aller. Et là, je vise haut. Ah oui. C'est ça, je veux apprendre plein de langages, plein de trucs. Et actuellement, en une année, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que sans la méthode Code, je ne pense pas pouvoir les apprendre. Ça, c'est sûr. Je peux augmenter. Vas-y. Et puis, grâce à Code Local, j'ai appris beaucoup de choses comme au début, je savais même pas ce que je voulais. J'étudiais seulement pour partir à l'école. Mais grâce à Code Local, c'est seulement, on n'apprend pas seulement à coder, mais on apprend aussi à entreprendre, à faire quelque chose nous-mêmes, à être indépendante autre. Ça fait de nous quelque chose. Effectivement. En gros, ça nous apprend à apprendre aussi, ça nous apprend à entreprendre, ça nous apprend à viser très haut et à voir loin. On devient autodidacte, quoi. On n'a plus peur d'apprendre. Effectivement, c'est ce que je disais tout de suite. Il n'y a pas ce que tu ne peux pas faire. Il faut juste beaucoup de choses. Oui. Même si tu n'es pas parti de l'entrepreneuriat, la vie professionnelle, même tu vas savoir que tu t'es beaucoup amélioré. Il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre, les outils de travail, beaucoup de choses. Bien sûr. Quand tu ne vas pas passer par l'étape là, tu ne peux même pas comprendre. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses. On en aura l'occasion d'en discuter dans les prochains épisodes. Le dernier mot pour Tonton Imran. Ok. D'abord, par rapport à l'événement, vraiment, ça s'était bien passé. C'était un événement grandiose. Ils ont quand même assuré. Ça, il faut le reconnaître. C'était pas facile et vraiment, on leur est reconnaissant pour l'opportunité. Et ça m'a conforté aussi dans l'idée de se dire que voilà, la collaboration, en fait, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et de la même façon qu'on a eu à réaliser cet événement là-bas, ça serait bien aussi que l'on puisse développer ce genre d'initiative ici. On a plein de développeurs qui sont là, mais on ne se connaît même pas en fait. On est là, chacun dans son coin en train de travailler pour tel projet. Des fois, ça n'aboutit même pas. Donc, ça serait bien que les gens puissent se rencontrer, discuter, créer une communauté, quelque chose en tout cas, afin qu'on puisse converger. Parce qu'aujourd'hui, il y a le boom, comme on dit, du numérique. Tous les secteurs sont touchés. Donc, si vous êtes une personne qui a vraiment de l'ambition dans ce sens-là, c'est vraiment le moment d'en profiter. Il y a des opportunités, il y a des formations cadeaux, et surtout même pour les filles. Il y a des opportunités incroyables, surtout si vous n'avez pas peur de parler en public. Il y a aussi l'anglais, ça va beaucoup vous aider. Je pense que c'est vraiment un atout à avoir, surtout dans le domaine du numérique. Et enfin, par rapport à Code Local, je dirais que ça a été une belle aventure. Moi, personnellement, c'est juste parce que j'avais du temps que j'ai rejoint Code Local, en fait. J'avais déjà mon diplôme, juriste fiscaliste, j'ai fait mes stages et tout. J'avais un peu de temps, je me suis dit, hey, bon, comme j'ai du temps, autant rejoindre Code Local et puis on va voir ce que ça va donner. Et voilà, j'ai rencontré des gens formidables, on a eu à travailler sur des projets, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat ensemble. C'est pas facile, mais voilà, les opportunités sont là. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Vraiment, si vous voulez évoluer dans le numérique, c'est le moment. Et il y a tellement de branches que vous ne pouvez pas ne pas vous retrouver dedans. Si c'est le code, vous avez peur, faites du design. Il y a la photo, il y a la vidéo, il y a tout ça. En tout cas, pour compléter ce que Tonton Imran disait, en fait, concernant l'écosystème qu'il faut créer pour les développeurs et tout ça là, on a la cité de l'innovation qui se trouve à Sadori. Donc c'est vraiment, moi je pense, l'endroit le plus propice pour créer une communauté et un écosystème vraiment solide. Donc vraiment, on invite tout le monde à visiter la cité de l'innovation et visiter Code Local, voir ce qui se passe là-bas.
Et aussi, à Côte Locale, comme mes camarades CS ont eu à le dire, parce qu'on est tous CS ici. Quand on devient CS, on l'est à vie. Codeur du Sahel. CS. Oui, codeur du Sahel. Comme ils ont eu à le dire, à Côte Locale, c'est vraiment une expérience inoubliable. Une expérience qui te permet de vraiment t'adapter dans la vie entrepreneuriale, dans la vie professionnelle. Et vraiment, ça t'apprend beaucoup. Il faut juste venir voir ce qui s'y passe. Donc, pour clôturer, j'ai vraiment apprécié ce moment passé avec vous. J'ai beaucoup appris de ce qui s'est passé pendant ce hackathon-là. Eh bien, dis donc, les gars, vous avez beaucoup appris. Hein. Vous avez vécu vraiment un moment très, très, très spécial et très, très intense. Et c'était vraiment un plaisir de vous écouter, de partager vos expériences pendant ce hackathon. Et donc, j'étais avec Tonton Imran, Yakos, Yakubu, Michou, Moulke et Indy. C'était vraiment un plaisir de vous avoir écouté. Et j'espère que dans de prochains épisodes, on se recroisera. Merci à vous et au prochain épisode. Et à la prochaine. Ok, merci. À plus. Merci beaucoup, vraiment. À toi.